Aujourd'hui, je suis avec Pierre Verlot. Pierre Verlot, bonjour. Bonjour. Donc nous, on va prendre le bus ensemble, si tu es d'accord. Ouais, ouais. On va se tutoyer aussi parce qu'on se connaît depuis un bout de temps. On a Ouais, fait nos tests dans le même labo, ouais. c'est ça? Il y a combien de temps? La mienne ou la tienne? Moi, ça fait. J'ai soutenu en 2010. Ouais, donc plus de 10 ans, ouais. Ouais. Ça nous rajeunit pas, hein? Non. Ok, on prend le bus. Ouais, ok. Même, même ce soir. Destination Gare de Massy-Malaiso, correspondance RER, GV, le masque est obligatoire. Alors Pierre, toi, tu es un futur nouveau du plateau de Saclay. C'est une des premières fois que tu viens ici. Quel est ton ressenti sur le plateau? Bah, ça a pas mal changé depuis que je le connaissais en fait. Euh, c'est pas vraiment la première fois que je viens parce que je suis examinateur au concours de Centrale, donc je connaissais de l'autre partie. Ici, on est plutôt du côté de Thalès, qui est encore pas mal en construction. Les bâtiments sont assez impressionnants. Il y a beaucoup d'énergie qui semble être déployée pour la physique et pour les sciences et les technologies en particulier. Donc ça c'est un point qui est très positif. Après, les gens, j'ai l'impression, s'installent, ils arrivent, et ça mettra un petit peu de temps à tourner en régime permanent, compte tenu du fait qu'il y a encore beaucoup de travaux, semble-t-il. Voilà. En effet, il y a beaucoup, beaucoup de travaux. Je dis que tu es un nouveau parce qu'en fait, toi, tes manips, elles sont à Nottingham, en Royaume-Uni. Et bientôt, elles vont être ici sur le plateau de Saclay. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est un déménagement de manip en temps de Covid plus Brexit? La question du Brexit, elle se ressent pas réellement pour moi jusqu'à présent parce que depuis qu'il est effectif, c'est-à-dire depuis le 31 janvier 2020, j'ai pas vraiment eu, notamment à cause du Covid, à faire d'acquisitions nouvelles pour les manips ou autres. Donc je sais pas exactement comment les dispositifs de taxes, les prix ont pu changer, la disponibilité du matériel, même s'il semble qu'il y ait eu des impacts. Euh, Sur les aspects qui sont liés au Covid, le problème c'est la saturation en fait des services administratifs qui existent, je pense aussi en France, mais qui est décuplée du côté anglais. Ah, pourtant, on a toujours l'impression qu'en France, les services administratifs sont très lourds, très lents, mais en Angleterre aussi, alors. Je pense que c'est encore pire parce que il y a énormément, si je comprends bien, il y a énormément de temps partiel et la réaction en fait, voilà, je pense que du fait d'une conception du service public qui est beaucoup plus entre guillemets flexible et paradoxalement les gens ont été moins disponibles. Ils ont beaucoup plus facilement ou volontiers déporté leur activité sur du télétravail. Et donc ce à quoi on assiste, quand on appelle les services administratifs par exemple de l'université, on tombe sur des répondeurs qui disent qu'à cause du Covid, les services sont restreints, qu'il y a des heures dans lesquelles il faut appeler. Et parfois, les messages sont à cause du Covid, le service informatique est ouvert au standard entre 10h et 10h30 le matin. Quoi. Donc voilà, donc c'est extrêmement restreint. Et d'une manière générale, déjà, il faut pas mal se battre en Angleterre pour obtenir des choses de la part des services administratifs, parce qu'ils sont submergés, je pense. Particulièrement dans cette période-là, c'est encore plus vrai. Donc non, la vision selon laquelle les services administratifs français seraient particulièrement lourds, ce qui est peut-être une réalité, par rapport au Royaume-Uni, c'est pas vrai. Voilà, l'administration est très lourde, les processus administratifs sont compliqués, c'est très difficile de centraliser les informations et le système, que ce soit sur les financements, que ce soit sur la paperasserie, est pas mal balkanisé en général. Donc c'est pas du tout un système qui est libérateur, je trouve. Voilà. Ok. Et du coup, ce déménagement, alors, ce sera pour quand? C'est aucune idée. Ce que je disais sur les services administratifs s'applique pas forcément dans l'endroit, c'est mon employeur officiel qui est l'Université de Lyon, où les difficultés sont extrêmement grandes
obtenir des conventionnements ou des avancées qui nous permettent d'acter des dates sur le déménagement. Donc je sais pas vraiment quand est-ce que ça va avoir lieu, mais ça va avoir lieu en fait. Les gens du côté parisien sont plutôt très réactifs. Ils ont envie d'avancer, de faire avancer les choses, et donc ça va finir par se faire. Mais c'est vrai que pour ce qui concerne certaines universités, sur la partie recherche pour les maîtres de conférences, ça peut être assez lourd. Ok. Et pourquoi est-ce que tu as envie de venir à Saclay? En fait, c'est des questions d'opportunité. Donc, il faut savoir, en fait, je pense, même si c'est pas forcément hyper connu, j'en avais discuté un moment avec certains collègues du CNU quand j'y étais. Il y a une spéciation des environnements de recherche qui est en cours, même si c'est pas forcément quelque chose qui est très connu pour l'instant. Donc, par exemple, le plateau grenoblois ou le plateau lillois, ils sont très en pointe sur les questions d'optique, optique ultra rapide, optique de puissance, nanofabrication, donc technologies qui sont liées à l'optique, quand d'autres environnements le sont beaucoup moins. Donc au niveau de Saclay, pour tout ce qui est technologie quantique, tout ce qui est optique de précision, il y a des laboratoires qui sont connus, il y a une vraie culture, que ce soit avec le laboratoire à Mécoton, avec l'ISMO, ou maintenant avec le laboratoire de Lumine, qui est un nouveau laboratoire. Il y a une vraie culture qui permet en fait d'accueillir des projets qui ressemblent aux miens, en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas, voire pas du tout dans d'autres environnements. Et ce qui est même en off souvent reconnu par les directeurs d'unité en disant oui mais je suis désolé pour toi mon gars, en fait ce que tu fais ça nous intéresse pas, et donc tu seras tout seul à le faire. Et donc en général ça fait que les chercheurs il faut en général éviter d'être l'isolement pour pouvoir pleinement profiter du système des UMR qui est assez unique, avec ce maillage du CNRS qui permet en fait une intégration des chercheurs qui n'existe pas dans d'autres pays. C'est dommage de s'en priver, et donc moi j'ai fait la démarche d'essayer de trouver un environnement qui correspondait à ça. Oui, donc c'est important en fait d'avoir autour de soi des gens qui bossent un peu sur la même thématique. C'est stimulant, c'est pour faire des projets ensemble. Oui, et je pense en règle générale c'est quelque chose qui est important. Encore une fois, c'est vraiment la grande particularité du système français, c'est qu'il y a ce CNRS là, qui est la grande force de recherche scientifique en France, et qui maille le territoire à travers ce qu'on appelle les UMR, les unités mixtes de recherche, qui sont des laboratoires qui font intervenir des chercheurs qui viennent de différentes tutelles universitaires. Ça peut être l'INSERM, ça peut être l'INRIA, le CEA, donc c'est différents environnements de recherche qui se rencontrent à l'intérieur de ces UMR, dont le CNRS est le grand artisan. Donc c'est le fait d'avoir cet environnement-là permet non seulement d'avoir cette stimulation dont tu parlais, mais permet aussi de mutualiser des équipements, de mutualiser des connaissances à travers par exemple les services généraux, les services de mécanique, les services d'électronique, les gens qui savent fabriquer des détecteurs de photons uniques par exemple, qui vont pouvoir te servir dans certains contextes, qui sont des ressources qui n'existent pas par exemple dans des laboratoires qui vont pas du tout avoir cette culture-là, qui vont faire juste du transport électronique, et que rien que du transport électronique, il n'y aura pas cette culture du collègue opticien, ce qui fait que les collaborations sont plus difficiles à mettre en œuvre, et qui détachent en fait les chercheurs de leur environnement direct. Donc il y a vraiment un effet d'amplification qui existe grâce à ces UMR, dont à mon avis il faut absolument en profiter. On peut le faire à travers des projets, par exemple via l'ANR ou autre, mais c'est quand même mieux d'avoir le collègue à la porte à côté qui a des connaissances qu'il peut directement mettre en commun. Et c'est important de le savoir, et c'est important aussi que les chercheurs soient accueillis dans cet environnement-là. Ils ne le sont pas toujours, moi j'en ai fait l'expérience, mais c'est pas grave. J'ai la chance d'avoir fait ma thèse dans un laboratoire qui a un UMR entre l'école normale supérieure, le CNRS, le Collège de France, l'UPMC. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, même si tout n'est pas parfait, c'est quelque chose qui est extrêmement important en fait
pour faire de la recherche de très haut niveau qui n'existe pas ailleurs. Oui, parce que tu disais que tu n'avais pas eu cette chance. Toi, tu as un parcours un peu sinueux, on va dire, parce qu'en fait, à la base, tu es maître de conférence à Lyon. Ouais. Et donc, tu te retrouves un peu partout en même temps. Mais à la base, tu es censé travailler à Lyon. Et d'ailleurs, je voulais te demander, c'est quoi un prof TGV? Donc ça, c'est... Donc en fait, ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir, ce que moi je sais, ce que j'ai appris sur ce boulot, c'est que assez rapidement je me suis retrouvé dans un environnement qui voulait pas de moi, et moi je voulais pas de cet environnement non plus. Parle en termes professionnels, en termes de développement recherche, c'est-à-dire moi je suis passionné par la description des effets quantiques de la mesure. Et ça les intéresse pas du tout. J'avais des gens, je vais pas dire leur nom, mais qui se moquaient de moi, qui me disaient c'est ridicule de faire ça, c'est pourquoi ils viennent d'autres horizons, ils comprennent pas. Voilà. Donc il y a un moment où les univers de physique, ils se délimitent d'eux-mêmes et ils n'arrivent pas à aller plus loin que les limites qui se sont fixées. Donc la chance qu'on a en France, c'est que même quand on se retrouve dans cette situation-là, on a la possibilité de venir collaborer avec d'autres collègues qui sont disponibles sans nécessairement avoir cette obsession de formaliser des collaborations dans lesquelles ils consacrent une partie de leur temps ou une partie de leur salaire qui est payée par un projet, comme ça se voit en Angleterre, aux États-Unis ou dans les pays plus anglo-saxons. Et cette flexibilité-là qui est liée à la protection en fait, du statut des chercheurs en France et l'organisation des recherches dans le cadre de ces UMR-là qui permet à un jeune comme moi de contacter, de prendre son téléphone et les gens t'accueillent et ils te disent tiens, on n'a qu'à faire ça, on peut regarder, c'est intéressant, et puis ensuite de fil en aiguille les projets émergent et ça fonctionne. Donc ensuite la question c'est quelle est la contrepartie pour ça, et souvent on appelle ça des profs TGV parce qu'on enseigne à un certain endroit et on va faire ses recherches ailleurs. Ça peut être un endroit, ça peut être plusieurs endroits, et puis il y a des fois où on s'en sent très bien dans un endroit de recherche et puis on finit par faire du ping-pong entre différents endroits, et c'est une situation qui n'est pas si rare si j'ai bien compris. C'est un terme qui m'a été soufflé par une collègue qui travaillait au LPQM, qui me décrivait des situations qu'elle connaissait, qui me disait oui mais voilà, mais finalement est-ce que c'est faisable pour toi de faire des allers-retours entre un labo qui est à Paris et une fac qui est ailleurs. Et je me suis rendu compte à cette occasion-là en fait que c'était des situations qui étaient assez courantes. La raison en est en partie parce que le statut des maîtres de conférences ou des profs, il est assez figé, c'est-à-dire en fait il n'y a pas de mobilité qui est facilement possible. Donc, c'est-à-dire on peut, c'est pas toujours hyper confortable ou facile, mais on peut aller faire ses recherches dans un autre laboratoire. Par contre, partir complètement de la fac de laquelle on dépend, c'est plus compliqué. Ça peut se faire à travers ce qu'on appelle des échanges de postes ou avec des choses comme ça, mais c'est des choses qui sont compliquées, qui peuvent parfois être stigmatisantes et qui peuvent être risquées aussi. Ouais. Mais c'est des choses qui sont légales, les échanges de postes, ou c'est plutôt comme ça, en pratique ça se fait, mais il n'y a pas vraiment d'existence légale? Ça se fait toujours dans le cadre légal. Ensuite, les modalités dans lesquelles c'est organisé, il n'y a pas de cadre pour ça. Ouais. Mais c'est un peu... on fait un raisonnement en gros d'analyse synthèse, on regarde l'existence et puis ensuite on déroule l'histoire à l'envers pour dire voilà, finalement je connais un tel et une telle et un tel, ils veulent changer de poste, vous voyez, tout se goupille très bien. Ouais. Donc est-ce que vous êtes d'accord? Et à ce moment-là, si les choses sont bien faites, les différentes instances administratives représentatives des universités disent ok, on va le faire parce qu'elles ne perdent pas de poste dans ces cas-là, ce qui est le critère qu'elles regardent en général. Ouais. Oui, mais t'es pas le premier à me parler de ce problème de mobilité chez les maîtres de conférences. Et le problème qui peut être considéré comme un problème de riche, on va dire, mais c'est qu'une fois que tu as un poste, c'est impossible d'en avoir un autre ailleurs. C'est-à-dire qu'on te dit, non, monsieur, vous avez un poste à cet endroit-là, on va privilégier quelqu'un qui n'a pas de poste. Oui, alors c'est intéressant la manière dont tu poses ta question, parce que ce que tu dis finalement, c'est que naïvement, on penserait que tu as un poste de maître de conférence, tu l'as, tu le gardes et tu peux faire tout ce que tu veux avec. Ouais. Sauf que dans ta question, il y a une notion de il en faut un autre. Parce que c'est du point de vue des universités, c'est ça qu'elles voient. C'est ce qui explique qu'on parle de problèmes de mobilité. Ouais.
Donc en fait, à la différence du CNRS où tu as ton poste, tu es employé par le CNRS, tu as un poste du CNRS et le CNRS ne perd pas de poste si tu te déplaces quelque part. Les universités, alors je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est pas comme ça que ça fonctionnait avant. Attends une seconde, on va sortir. Ouais. Là, on est sorti du bus. Vas-y, tu peux Ouais. continuer. Donc je te disais, donc, il me semble que avant, il y avait moins ces problèmes-là. Aujourd'hui, avec l'autonomie des universités, en fait, elles se voient, je ne suis pas spécialiste de ça, mais la vision que j'en ai, c'est qu'elles se voient attribuer un contingent qui est payé par l'État, mais dont elles revendiquent la gestion des ressources humaines. Ouais. Donc ça veut dire que une université, en général d'ailleurs, le nombre de postes qu'elles obtiennent est plutôt à la baisse, qu'elles renouvellent, disons, est plutôt à la baisse. Et donc, toi, tu vas être employé par cette université, payé par l'État, mais l'argent est versé à l'université et c'est cette université qui te verse ton salaire, si tu veux. Donc ensuite, l'université, de son point de vue, elle dit oui, mais si cette personne-là va enseigner ailleurs, moi, je lui paye un salaire qui me rapporte rien, parce que j'ai pas le service qui est adossé à ça. Sauf qu'il faut toujours se souvenir que c'est l'État qui paye à la fin. L'argent est versé aux universités, et ce qui pourrait être vu comme un problème à la fin, c'est un problème d'efficience des moyens qui sont déployés par l'État. Il ne faut jamais oublier que l'université, finalement, elle a délégation par l'État de l'utilisation de ces moyens. Mais c'est des moyens qui sont payés par le contribuable. D'accord ? Et donc c'est pas des collectivités, c'est pas une collectivité locale, c'est l'État central, monsieur et madame tout le monde, qui paye une certaine partie de ses impôts pour aller financer un poste qui à Montpellier, qui à Bordeaux, qui à Lyon. Voilà. Et donc si l'université n'utilise pas de manière optimale cet argent-là, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, presque par définition, le problème c'est qu'elle n'a pas de compte à rendre. Donc elle n'explique pas pourquoi finalement cette jeune entrante ou ce jeune entrant, oui, sa situation elle n'est pas optimale, il voudrait travailler autre part, mais on n'arrive pas à s'arranger. D'où par exemple le problème de mobilité, le problème de s'entendre sur oui, mais il faudrait que les jeunes puissent, ou les gens, même pas forcément les jeunes, qui ont une situation familiale qui est certaine, puissent donner de la flexibilité à leur poste. Moi je connais un collègue dont je ne citerai pas le nom, mais qui est basé dans une certaine ville, et sa femme elle a un poste à 400 km, et c'est comme ça. Donc pour tout à chacun on pourrait se dire c'est dur, parce que c'est pas facile, mais en fait c'est des gens qui sont obligés de faire grandir leur résilience et de se dire finalement, comme tu dis, on a des problèmes de riches, on a un poste chacun. Sauf qu'au jour le jour c'est quand même pas facile. Donc en l'occurrence c'est madame qui fait le prof TGV, qui habite dans la ville de monsieur et qui va faire les allers-retours, parce que si tu veux, c'est comme ça que c'est le plus facile, entre guillemets. Mais il y a l'inverse qui existe aussi. Mais voilà, donc c'est un problème qui existe, et c'est un problème qui est assez tabou, j'ai l'impression, en général. Voilà. Un mot de la fin Le mot de la fin, ça pourrait être que, je sais pas, je me souviens même pas trop de ce que je t'ai dit dans cette interview, mais je pense elle est quand même assez jalonnée par le contexte qui est un constat qu'on fait dans l'ensemble assez facilement entre collègues, dont tu fais partie d'ailleurs. Même si tu... Je faisais. Non, tu fais toujours partie, parce que c'est... Bon, moi je considère un peu ça. C'est le contexte de pénurie, quoi. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir que la recherche puisse prétendre, y compris dans ce formidable plateau qui est renouvelé, c'est difficile qu'elle puisse prétendre accompagner une forme d'élan indispensable au progrès, tout simplement parce qu'on compte les sous tout le temps. Donc tu construis des nouveaux bâtiments, ouais, mais maintenant que tu as construit les bâtiments, tu n'as plus les sous pour recruter les gens. Ou, je dis pas que c'est ce qui se passe ici, mais c'est ce qui se passe ailleurs, par exemple. Ou voilà, tu as eu un poste. Moi, je me suis entendu dire, Calmos, tu as eu ton poste, tu n'es plus obligé de travailler maintenant. Pourquoi ? Parce que si je demande de travailler, il faut des moyens. Et des locaux. Et des locaux, et que là, on pourrait dire, oui, mais si tu es recruté, tu as des locaux. Mais le problème, c'est qu'il y a une forme de marchandisation des locaux quand c'est tout ce qui reste.
Donc on dit oui, mais vous voyez, on n'est pas sûr de pouvoir machin et tout ça. Donc plus il y a de la pénurie, en fait, plus les gens vont s'accrocher vont tenter de figer les situations. Et moins ça va dans le sens en fait de la stimulation, de l'ambition de faire aller les choses vers l'avant, ce qui se traduit par des non-recrutements, par des non-opportunités et par finalement un gel des forces en présence. Et je pense que ça touche un petit peu tous les secteurs de tout le secteur public. On essaye de se donner l'illusion que la Startup Nation va révolutionner tout. Je pense que la startup a totalement sa place, mais je ne pense pas qu'elle puisse constituer un substitut qui est fiable à long terme à un pays comme la France, qui ne s'est pas construit comme ça. Donc ça, c'est mon avis. Voilà. Et je pense qu'on a beaucoup on en sortira par voilà, la- le retour un petit peu à des projets collectifs. Et voilà, Merci beaucoup Pierre, à bientôt. de rien. À bientôt.